Moi, la date la plus importante de ma vie, c'est pas le 30 novembre 2002, ma date de naissance. C'est le 26 décembre 2014, l'accident de mon père. Déjà, vu que j'ai pas de souvenir d'avant, c'est un peu comme si j'étais né ce jour-là. Et en fait, ma vie s'est articulée après les conséquences de ce jour. Quand j'étais plus jeune, c'était plutôt la douleur de ma mère qui, un peu comme si elle venait en moi, mais que maintenant c'est plutôt ce sentiment d'impuissance. Et enfin, c'est ma mère, j'aimerais qu'elle soit bien. Et non, je la vois mal au jour le jour, donc ça dure et là j'en peux plus, quoi. Moi j'avais 5 ans, j'avais 6 ans quand mon frère on a découvert qu'il était handicapé. Je pouvais pas faire grand chose, donc je l'aidais à ramasser des objets, ça c'était le plus simple. Je m'en souviens pas très bien, mais je pense que je faisais ça, des trucs simples. Et c'est quand on grandit, je pense. Quand le jeune aidant grandit, qu'il est en capacité à pouvoir faire des choses vraiment. Très discrets mais toujours présents, on les appelle les jeunes aidants. Ils prennent soin au quotidien d'un proche handicapé ou malade, leur mère, leur père ou bien leur sœur ou leur frère. Cette responsabilité précoce va marquer leur jeunesse d'une empreinte qui ne s'effacera jamais. En fait, on n'avait jamais donné de terme, de définition à ce qu'on était en partie. Donc ouais, ça s'est fait au fur et à mesure que j'aidais mon frère de plus en plus. Et au bout d'un moment, j'ai découvert ça, on a tous découvert ça. Est-ce que vous pouvez me bouger mon pied, s'il te plaît? J'ai mal, il y a la chaîne dessus. Oui, vas-y. Quel pied? Le pied gauche. Désolé. Hein. Ouais, j'ai mal. Elle est vraiment dessus, là? Attention, c'est ma cheville. Mais il est chaud ton plaid, tu vas crever. Non, mais c'est pour mettre sur ma tête. Hein? Sous ma tête. Sous sa tête parce qu'il n'y a pas de coussin. Non, le coussin c'est pire, c'est plus agréable. Non, c'est plus agréable un coussin. Regarde. Là, ça porte chaud, il va couler chaud. Non, c'est bien, regarde. Perfect. Ah bon? T'es comme un prince là. Tu vas pas avoir chaud là. Ben non, ça réchauffe pas, riche. Ah bon? C'est sur le manuc. Lubin, c'est le petit frère d'Eva et d'Alice. Il a développé une myopathie vers 3 ans. Cela fait bien longtemps qu'il ne marche plus et aujourd'hui, ce sont ses bras qui perdent de leur force. Le minimum de l'aidant, je dirais, c'est être à l'écoute. Ouais. Être à l'écoute. Être là pour l'autre. Être là pour la personne. Ça, c'est le minimum de l'aidant. C'est oui, ça peut être un câlin, ça peut être des mots rassurants. Ça peut être du réconfort, de l'attention. La limite de l'aidance, pour moi, c'est quand ça devient très très dur, physiquement et moralement. Très lourd. Ouais, très lourd. Quand ça devient... quand on n'en peut plus, quand ça nous fait pas du mal, mais aussi un peu. Enfin, moi, ça m'a jamais trop pesé. Donc peut-être que ça viendra à un moment, hein, mais pour l'instant, j'ai pas eu l'impression d'atteindre cette limite de l'aidance. Parce que nos parents font beaucoup quand même. Même si on les aide énormément, j'ai l'impression qu'ils font tout pour nous préserver, nous protéger. Quand j'étais petite, je trouvais que mes parents s'occupaient beaucoup de Lubin et moins de ma sœur et moi. Et puis j'ai compris qu'il avait besoin d'aide. Quand ils étaient plus jeunes, avec l'aide d'une association consacrée aux jeunes aidants, Eva, Alice, Martin et Cynthia ont réalisé des courts-métrages sous forme de clips, d'animations ou de documentaires pour décrire leur vie si particulière. Par quel mot ou adjectif tu pourrais définir la maladie?
Une épreuve. Omniprésente. Envahisseur. Envahissante. Destructeuse. Ça se dit pas? Bah alors, va dégage. Destructrice. Bah recommence. On me demande souvent d'aider mon frère. Je pourrais pas arrêter car ça en ferait trop pour mes parents et j'ai envie qu'ils se reposent. On prépare à manger, aller faire des courses en ville. Ouais, souvent on va quand même. Je pense qu'on fait presque autant les courses que nos parents. Et ben moi, je commence à en avoir marre d'entendre maman, les filles, il y a du range à éteindre. Papa, Alice, t'oublieras pas de ranger ce que t'as sorti. Lubin, Alice, tu peux m'aider à faire ça? Alice, tu peux me passer de l'eau, s'il te plaît? Oui, ben. Merci. Je te la remplis. Merci. Maman, elle m'a acheté un truc sur la photo. C'est grave bien. En ce qui concerne la photo? Ouais. J'y comprends rien, donc bon. Lulu, tu devais pas inviter une copine aujourd'hui? Non. Ça, c'est ton maillot de bain, Lubin? Ouais, Pas alors, l'oublier. il part avec. Il a l'air chaud, hein? Ah, bah voilà mon t-shirt que je cherchais. C'est quoi? Je n'ai pas perçu que la situation dans laquelle je mettais Eva et Alice, c'était une situation d'aidance. L'aide humaine était nécessaire constamment. Et cette aide humaine, on n'est pas allé la chercher à l'extérieur. En fait, cette aide humaine, elle était là, à Eva et Alice. Donc, on s'est pas du tout dit que d'autres personnes, que ses sœurs pouvaient aider Lubin. Elles sont serrées, je crois, les chaussettes. C'est bien ou pas? Ouais, merci. J'ai reporté en fait ce sentiment d'invincibilité sur mes filles, en me disant, mais de toute façon, elles vont y arriver, c'est possible, elles peuvent le faire, et en mettant de côté le fait que ça n'était que des petites filles, et des petites filles qui n'étaient pas moi, en plus, parce que voilà, et puis c'est pas mon frère, moi, qui était malade, c'est leur frère à elle, quoi. Attends, il y a le bout de la chaussette derrière, la chaussure. Ah. Voilà. C'est pas trop serré? Il faudrait que je leur dise aux filles, en fait, je veux pas que la situation des danses dans laquelle elles ont toujours été, finalement, enfin, depuis l'arrivée de leur frère, je veux pas que ça les empêche de faire ce qu'elles ont à faire, et de faire ce qu'elles ont envie de faire pour elles. Lise. Allez, on est en presse, les petits. Chacun sa carte. « 26 décembre 2014, on sonne à la porte. Le policier. J'ai vite voulu qu'il sorte, à 12 ans. Pronostic vital engagé. On parle de ton père, ça fait flipper. Tard le soir, tu rentres pas chez toi. Ta mère reste à l'hôpital. Tu dors chez un ami à toi. 6 mois plus tard, il s'est réveillé. À cette période, la peur de la mort m'a frappé. Je suis pas capable de me rappeler de l'apparence physique de sa voix, d'avant son accident. Et même de l'événement de ma vie. À part 3-4 flashs, c'est bizarre quoi, j'ai donc 17 ans. Donc il y a 12 ans de ma vie, je m'en rappelle plus, il y en a 5 ans, je m'en rappelle. C'est bizarre, j'ai perdu 3 quarts de ma vie. Yves, le père de Martin, a été renversé par un chauffard un lendemain de Noël. Le choc a été très violent. 2 mois de coma, 2 ans d'hôpital et beaucoup de rééducation avant qu'il ne retrouve l'usage de ses bras, de la marche, puis de la parole. Cela fait 6 ans et les séquelles demeurent très nombreuses. On peut mettre de la musique? Ouais, mais pas trop fort, hein. Ah bah non, alors moi je mets mon casque. Je l'aide jamais, tout le temps et jamais. Parce que régulièrement, je l'aide jamais. J'ai pas de tâches régulières, moi, que je fais, genre lui donner des médicaments et tout ça.
Mais je suis là et je surveille au cas où il y a un problème. Genre, il tombe, il fait un malaise. Parce qu'à un moment, il avait des crises d'épilepsie. Même si maintenant, il a des médicaments pour ça. Aujourd'hui, ma mère et moi, sollicités en permanence. Tous les matins, ça recommence. Toutes les semaines et tous les mois. Y compris pendant les vacances. Mon père est sous notre dépendance. Du répit, j'en ai au lycée. Mais ma mère ne peut pas s'échapper. Mon père n'est pas comme ça pour rien. C'est un traumatisé crânien. T'as des larmes pour toi? Des nouvelles larmes? Oui, merci, j'ai vu. Oui, mais Mais je vais pas le mettre là-bas, là. Oui, non, mais elle se range où? Oui, dans le truc, là, si tu veux. Y a pas la chose. Mais non, dans le... Oh là là, Martin, écoute, ouvre la porte, là. Ah, là-dedans? Bah oui, il y a des... Mais... Ah, il y a des médocs. Ah là 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 là. Ah oui, mais il y en a que je mets quand même là. Oui, non! C'est pas... Il n'y a pas de la place, là. Ouais, non. La séquelle la plus éprouvante du traumatisme crânien s'appelle le trouble de l'humeur et du comportement. Au moindre stress, les mots et les idées se bloquent dans le cerveau de Yves avant de rejaillir sous la forme de colère intempestive. Martin? Oui? Alors tu fais la cuisine ce soir? Ouais. Oh non, une pizza, merde. Oh putain, ça fait 4 jours que... Martin, il a proposé de faire la cuisine. Oh mais non, merde. Ça fait une semaine que... Oh putain. Une semaine... C'est vraiment chiant. Oui, bah écoute, c'est comme ça, il y a des dates à respecter. Bon, c'est bon alors. Vas-y, là. Fais un tableau. On doit surtout faire en sorte de gérer ces crises de colère qui sont justifiées ou non. On ne sait pas forcément pourquoi. Des fois, il peut juste s'énerver parce qu'il ne trouve pas un mot à cause de son aphasie. On est dans une situation où on aide une personne qu'on aime, mais en même temps qui a un comportement qu'on n'apprécie pas du tout. Il passe 75% du temps, quand il nous parle, à la limite nous gueuler dessus. En fait, sur une journée, ça peut aller. Mais sur une journée, plus une journée, qui font une semaine, qui vont faire au final un mois, qui font un an, puis plusieurs années. Sur le long terme, en fait, ça devient vraiment insoutenable, quoi. Le seul truc, c'est que moi, j'ai une envie, c'est de sortir, marcher, aller en forêt, faire du vélo, etc. Et là, c'est vraiment... Vraiment, je suis pas aidé. Hein. Ah, mais vélo, c'est pas possible. Mais si, putain, arrête tes conneries. Mais non, c'est pas possible. Non! Dès qu'on sort de la routine, on s'expose. La compagnie... Tu parles, je vais plus jamais en forêt, c'était mon plaisir. On essaye de se faire plaisir, mais avec d'autres moyens. Ouais, bah c'est ça. Et demander ce qui est pas possible, c'est compliqué. Ouais, mais j'ai progressé et le fait de faire du vélo, des trucs comme ça et tout, c'est vraiment un truc j'tac, quoi. Non, c'est toi, c'est dans ta tête. Non, c'est toi, parce que tu veux pas. Non, mais je suis capable de faire du vélo en forêt. C'est faux. Mais putain, merde. Bon, allez, je m'en vais. Tu t'en vas? C'est mon père et je suis son fils. Mais c'est aussi tout le contraire. Quand il fait une grosse connerie, je suis son père et il est mon fils. Et parfois, on est comme des frères. Il croit que je lui pique ses affaires, mais c'est lui qui voudrait le faire. Je subis l'effet d'un traumatisme, comme un pays après un séisme. J'arrive pas à me reconstruire, j'ai oublié tous mes souvenirs, les meilleurs tout comme les pires. C'est ça que je voulais vous dire. Cynthia n'a jamais connu sa mère en bonne santé. Dans cette famille où la maladie occupe une place centrale, un équilibre fragile a fini par se rompre. Il y a un an,
Mes parents venaient tout juste de se séparer, donc j'étais avec ma mère dans son appartement. Et j'étais seule, donc je m'occupais régulièrement d'elle. Surtout moralement, un peu moins physiquement parce qu'elle a des aides à domicile. Mais le fait que je puisse m'occuper d'elle moralement, que je l'entende pleurer, enfin c'est dur de la voir mal et de la voir pleurer très souvent. Et enfin, surtout que j'étais seule à porter ça. J'ai commencé à me renfermer un peu sur moi, donc à ne plus sortir ou aller de moins en moins en cours, à cogiter beaucoup, à avoir des pensées un peu sombres aussi et avoir du mal à m'exprimer. Le frère de Cynthia est resté avec son père, tandis que, seule avec sa mère, la jeune fille s'est trouvée face à une charge trop lourde. Elle a fini par craquer, lâcher ses études et tomber en dépression. Hospitalisée, elle se repose et prend de la distance par rapport à cette mère souffrante. Ma mère, elle a surtout des douleurs chroniques, donc ça peut être... quand elle est à l'appartement, elle peut marcher un peu normalement, quoi, mais dès qu'elle va sortir, elle va avoir son fauteuil roulant. Et elle peut de temps en temps faire des crises physiques où du coup, elle va avoir du mal à bouger, ou voire même des crises de paralysie, où elle va être très mal et il va falloir lui donner à manger ou autre, quoi. Mais après, moralement, ça va être juste un soutien au quotidien, quoi. J'ai toujours su que c'était forcément certaines difficultés d'avoir une personne handicapée à la maison. Mais elle veut plus sentir que je vais pas bien. Elle veut plus avoir peur qu'il m'arrive quelque chose. Ou voilà. Quand j'ai des grosses crises respiratoires et que voilà, c'est oxygène, morphine et que j'arrive plus à bouger, qu'il faut me donner à manger et me laver, etc. Même si c'est plus rare qu'avant. Mais ça fait partie de ma vie. Et elle a plus envie que ça fasse partie de la sienne. Et je comprends. Ah, j'arrive pas à respirer. Attends, je vais te ramener ton oxygène. J'ai tellement chaud. Oui, j'arrive, je vais te ramener quelque chose. Ça fait si mal. Attends, je te donne tes médicaments. Ça va mieux? Oui. Il y a toute une période où quand j'avais des crises ou que j'étais pas bien, pas forcément en crise, mais en tout cas pas bien et que je pouvais plus me déplacer ou ce genre de choses, elle allait se cacher et elle se sauvait, elle voulait pas voir, elle voulait pas être là. Et après, d'elle-même, elle se cachait plus quand ça arrivait, elle devançait. C'est-à-dire que j'avais pas demandé il me faut les médicaments ou il me faut l'oxygène ou elle avait un radar là. Avant, je me levais la nuit parce que j'avais peur qu'elle ait mal. C'est comme si sa douleur venait me réveiller. Cynthia, elle est tellement positive, joyeuse, souriante. Elle adore les gens, elle adore être avec du monde. Elle croit que la vie a plein dedans, quoi. Et pour moi, elle pouvait pas chuter, en fin de compte. Ça peut paraître un peu méchant, entre guillemets, de dire que je veux plus vivre avec ma mère, mais c'est un peu ça. Je suis un peu en train de couler, en fait, dans cette situation-là, qui a duré depuis très longtemps, même si elle a beaucoup évolué avec le temps. Ça dure et là, j'en peux plus, quoi. Tiens, Lubin, viens voir des flammes. Ça commence à rougeoyer. Ah, c'est joli.
Oh, t'es belle, Eva. Bah merci. Avance ta tête, ensuite baisse là. Comme un pigeon. Oui, voilà. Non, mais pas et trop. baisse un peu ton visage. Ah mais waouh, c'est beau. Tu me les envoies pour que je les poste sur Instagram. Non, là, Alice, t'es trop belle là. Alice, t'es belle. T'es la deuxième plus belle de la famille. C'est la première. C'est toi. Non, je rigole. Pour moi, j'ai toujours été timide, un peu. Non, pas du réservée et tout, parce que. Mais je me souviens que Eva, c'est elle qui nous embêtait en voiture. Elle me faisait des guillis, elle nous faisait des trucs. Elle disait, hé papa, en fait. Je me souviens d'Eva, aînée, elle a été fille unique pendant 2 ans. Eva, elle avait la pêche, elle prenait de la place, Ah oui, elle était elle là, nous embêtait. elle avait tout l'espace, elle avait ses 2 parents qui s'occupaient d'elle. Et puis c'est un peu après la naissance de Lubin, puis surtout après, une fois que la maladie est arrivée, que là, Eva, elle a été beaucoup plus calme. Eva, elle s'est plutôt mise au second plan finalement, et à l'écoute des autres, voilà, pour ne pas prendre trop de place. Contrairement à moi, qui pense toujours à moi et qui parle toujours de moi, toi, t'es plus apte à laisser la place aux autres, tu vois. Bah moi, je voulais, c'est toujours le cas, mais j'avais pas trop envie d'être un poids en plus, on va dire. Enfin, je pense que c'est pour ça. Oui, maintenant, je veux et j'existe, est-ce qu'ils s'excusent? Ah ouais, excellent. Eva, vous êtes magnifique, vous ferez du latin l'année prochaine. Non, même pas en rêve, monsieur. Vous serez excellente. Non, même pas. Et si sa maladie s'aggravait? Plus tard, j'ai peur qu'il se retrouve tout seul. Je voudrais pas qu'il se renferme sur lui-même. Ça me fait vraiment peur. Quand j'étais plus jeune, j'avais aussi pas mal de douleurs physiques, des douleurs chroniques qui pouvaient ressembler aussi à celles de ma mère. Et c'était un peu notre lien, enfin, même si on avait d'autres liens à côté, mais c'était le lien qu'on avait à travers la douleur. J'avais l'impression d'être comme elle, j'avais l'impression de vivre à travers elle. Mes symptômes étaient quand même moins graves que ceux de ma mère, mais c'était des douleurs un peu partout dans le corps, assez diffuses. Mais c'était assez handicapant quand même. Au jour le jour, je faisais pas de sport, j'avais du mal à marcher. Forcément, j'avais moins de muscles, je bougeais moins, enfin, c'était assez compliqué. En 3 ans, j'ai passé au total, tout cumulé, à peu près 1 an et 3 mois hospitalisée. D'abord, elle souffre. Elle essaie de ne pas le montrer, mais c'est parfois très compliqué. Elle craque seule dans sa chambre. Elle a mal, très mal. La douleur veut l'engloutir, mais une force la retient. Elle ne mange plus tellement ça lui fait mal. C'est une douleur qui vient de loin. Peut-être que c'est un héritage. Il y a ce mal dans la famille et ces angoisses de petite fille. Vu que j'étais moi aussi souffrante, il y avait un peu cette histoire d'aidant aider. Enfin, moi j'aidais ma mère et quand moi j'étais pas bien, c'était elle qui m'aidait. Et il y avait un peu ce lien entre nous deux, c'est un peu donnant-donnant, quoi. J'ai pas du tout envie même d'être comme elle parce que j'ai pas envie de souffrir toute ma vie, même si après, tout au long de la vie, on peut avoir des problèmes. Mais le fait de souffrir comme ça, de douleurs physiques toute ma vie, ça c'est sûr, j'en ai pas envie et je pense que j'en ai jamais eu envie. Donc il y a aussi ce besoin de me dire non, c'est ça, non, je veux pas. Je fais mon boulot, moi je t'attends. Hein. T'as ton fil? Oui, oh là 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 là. Ah putain, mais c'est pas vrai. Tu vas à l'arrière, hein? Non. Si. Bah non. Ah si, merde, il est plus grand que toi. Allez, installe-toi. Oui, non, mais c'est pas une question d'être plus grand. C'est mon copilote. Vas-y. Oui, du calme. Oh là 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 là. On va voir une exposition de Ben. C'est des artistes, c'est un artiste contemporain marseillais. Pas du sud, quoi. C'est quoi comme chemin? Non, mais faut programmer. Je sais où c'est. Martin, faut programmer.
Putain. Oh putain, c'est vraiment chiant. Hein. Mais papa, on y est déjà allé un nombre... Mais lui, comme ça, il voit la carte. Mais non, merde! Du calme. Y a pas l'itinéraire, là? Si, en bleu. On se rappelle pas les règles dans une expo, mais faut pas crier. Non, touche pas. Ah. C'est pas fait pour être touché, c'est bien. Si. Bah non, non, papa. Plus de la chaise. Non! Mais merde! Mais putain! Manu, lance la boule, s'il te plaît. On n'a pas le... Mais putain! Oh là 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 là! Il a pas le droit. Je parie rouge. Ah, let's go, j'ai gagné. Non, 2. Mais j'ai dit rouge. C'est sur de rouge. Tu vois, celui de l'exposition. De temps en temps, je me fatigue très rapidement, quoi, et je suis vraiment assombri et gêné de me sentir aussi rapidement fatigué et tout, et d'en avoir marre, et de... Voilà, c'était pas moi, ça, avant. Mais moi, je pensais ou je croyais que plus le temps passerait, mieux je m'améliorerais au niveau du caractère, de l'humeur, des trucs comme ça et tout. Mais des fois, je considère que c'est un... De temps en temps, c'est un peu... Je me sens chiant, quoi. Il veut que tu viennes là en voiture. Ah non, je peux pas, là, j'ai pas le droit. Mais si, va demander au truc, là, On avait l'autorisation d'aller jusqu'au château. Je dis que je veux qu'on vienne me chercher en bagnole. Tu veux pas aller voir la fin de l'expo? Non! D'accord, attends. Mais non, je veux aller à la deuxième partie de l'expo, en voiture. Mais c'est Ah bah non, papa, là tu peux pas. On est dans un parc. Je m'en fous. Il y a une espèce de famille où personne n'est à sa place, quoi. Donc, forcément, ces rivalités, ces incompréhensions, c'est le père qui fait l'enfant, l'enfant qui fait le père. C'est explosif, quoi, forcément. On pourrait se boire un coup, non? Il y a un troquet? Non, Chamarrand détenu. Allez, putain, c'est quoi ça? Elle connaît la route, elle l'a pris plus souvent que toi. Mais non, putain, on est dans le mauvais sens, là! Bien sûr que si, on est dans le bon sens. Putain, il n'y a même pas un panneau! C'était un conflit et j'ai exprimé mon mécontentement en ouvrant la portière, mais tu sais, une portière coulissante. Et voilà, c'était pas dangereux. Tu nous mets juste en danger pour rien. Merde! Bah non, on doit fermer ta porte du coup. Ah, Martin, et oh. Non, non, non. Tu l'ouvres pas, tu touches pas. Point. C'était à droite, putain. Mais non, c'est pas à droite. Non, Martin, et tu te calmes, s'il te plaît, Je là. suis tout à fait calme. Ah mais non, c'est t'arrêtes de crier, là, parce qu'au volant, c'est insupportable. Il est fasciste, ce gosse. Mais non, mais sans déconner, il se met pas à la place d'un adulte comme moi qui... Et puis ils sont autoritaires parce qu'il devient grand, machin, etc. Bon. Regarde. Non, mais tu réfléchis avec ton cul. Ceinture. Non, mais j'en ai rien à foutre. Alors. Arrête. Non, non, j'arrête pas. Non, non, non. Ah putain, il est vraiment pas du plafond. Tu te fous de ma gueule, j'espère. T'arrêtes, c'est plus drôle. Mais non, mais c'est mais fermé. Mais m'en fous, ta gueule. Tu fermes ta gueule et c'est tout. Arrête, Martin. Non, j'arrête pas. Arrête de parler comme ça. Ah non, je n'arrête pas, c'est... Gna. C'est bon. Le fait d'ouvrir la portière, c'était pour faire chier les gens, quoi. Et donc, c'était pas bien, mais bon, je réalise pas quelle est la part réelle de dangerosité de mon acte.
honnêtement. Des fois, c'est vraiment un enfant de 7 ans. Et du coup, des fois, je me dis, mais cet enfant de 7 ans-là, on aurait pu faire un peu mieux quand même. En fait, j'ai 17 ans, je me posais cette question à 16 ans, c'est pas vraiment normal, quoi. À 16 ans, de se dire, tiens, j'ai raté l'éducation de lui, alors qu'en plus, c'est mon père. Mais non, mais oh là là, une vraie gamine, vraiment, c'est... On dirait moi quand j'étais petite et que j'essorais la salle. Certains week-ends, Cynthia sort de la clinique pour retrouver Magali. Je te ramène ta sauce à côté? En quête d'un nouvel équilibre avec sa mère, elle se prépare petit à petit à renouer avec sa vie d'adolescente. Il y a eu une période où vraiment ça me saoulait de l'aider. Mais vraiment, hein. Je le dis clairement, il y a eu une période où ça me saoulait énormément. Je disais que j'étais sa maman. C'était surtout quand je lui donnais à manger ou tu disais que tu voulais pas et tout. Ouais. Et moi j'insistais parce que je voulais pas que tu restes sans rien. Mais en général, je te donnais un yaourt, un truc comme ça. Je dirais que j'ai 10 kilos de manger, mon assiette elle est super grosse. Ouais, mais c'est la seule. Peut-être que pendant un moment, j'ai un peu effacé ma personnalité, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir justement être un peu comme un robot. Enfin, je vais accomplir telle chose quand il y a besoin, et puis ensuite, je prends sur moi, et puis c'est bon, quoi. Il n'y a pas besoin de s'en plaindre avec ces personnes, ou il n'y a pas besoin de pleurer ou quoi. C'est fait, et puis c'est bon. C'est nécessaire aussi de prendre sur soi et de mettre une certaine barrière. Parce que sinon, on va pleurer tout le temps sur notre sort, sur ce qui va pas, c'est pas bon non plus. Enfin, je sais pas. Alors moi, je le vois plutôt comme à force de prendre sur soi, ça fait qu'au bout d'un moment, on va craquer. Puis Oui, même mais sur forcément. la vie de tous les jours. Mais quand j'avais des problèmes, que ce soit de santé ou autre, j'arrivais pas à en parler, que ce soit à toi, mais que ce soit aussi au médecin, que ce soit des proches ou autres. Au final, j'étais un peu bloquée dans quelque chose que j'arrivais pas à exprimer. J'ai culpabilisé pendant un moment, mais je pense qu'avec le temps, j'apprends justement à ne plus culpabiliser. Et puis à l'époque, je pensais aussi que c'était très égoïste de ma part de me dire qu'en gros, je pensais à moi au lieu de penser à ma mère, quoi. On se fait une soupe ce soir. On se fait une soupe ce soir. Une bonne soupe, pas comme les dernières fois. Et ouais, je me sentais un peu toujours dans le devoir de faire les choses. Et puis aussi de vouloir t'aider plus. De retour à la case blanche. T'as prêté mes médocs? Tu veux pas te faire manger? Tu veux que je mette un coussin en dessous? Ah putain, pardon. Ah pardon. Non. Allez, go, on commence par les pâtes à pizza. Ouais. Un humain. Ouais. On dirait une pub, enlève ta main. Ah, je t'ai rosé.
J'en ai pas de souvenir de moi traumatisée ou quoi. Enfin, c'était plus tard, quand mon frère il a eu un fauteuil électrique et qu'il avait un corset, des attelles. Ça me peinait beaucoup, quoi. Il y a des fois, je me disais, ah mince, c'est sérieux quand même ce qu'il a. En fait, ouais, quand j'étais petite, j'étais vraiment... il est handicapé, mais bon, voilà, quoi. Alice, il y a 1 an ou 2, elle était constamment en colère et elle explosait. Elle claquait les portes, elle tapait sur les murs. Et un soir, elle a tout cassé. Elle a arraché les rideaux, elle a crié, elle est partie en courant pieds nus, elle a fugué dans le parc où on promène la chienne, elle a disparu. Pour elle, peut-être que c'était une manière d'exprimer ce malaise, voilà, ce fait que c'est lourd d'avoir à souffrir finalement quotidiennement sans l'exprimer, voilà, du handicap de son petit frère, ou de voir ses parents un peu submergés par les choses à porter. Ça a duré jusque l'année dernière et même cette année un peu, j'étais toujours en colère contre mon frère, enfin, surtout en 3e. Quand je voyais mon frère, j'étais énervée directement. Et je ne savais pas pourquoi et je m'en fichais parce que je ne faisais pas le lien avec sa maladie. Et encore maintenant, je ne sais pas. En fait, j'en suis pas consciente. C'est juste que mon frère m'énerve parce que c'est mon frère, quoi. Mais je pense que c'est peut-être à cause de sa maladie, hein, une forme de rejet, de... Bah, je sais pas, c'est peut-être ma prise de conscience. Elle ne supportait pas son frère. Enfin, même il l'a dégoûté. C'est quand même violent, quoi, mais quand il la sollicitait pour voilà, passe-moi le sel, donne-moi de l'eau, elle était ronchon. Il fallait pas que Lubin la sollicite trop et surtout, elle le rembarrait sans arrêt. Et au bout d'un moment, parce que j'ai commencé à grandir en fait, j'ai commencé à me dire ah ouais mais en fait c'est vachement blessant ce que je dis là, pourquoi je dis ça, c'est pas très sympa quoi. Et en effet mon frère ça le faisait pleurer hein, des fois. Quand j'ai pris conscience que ce que je disais à mon frère c'était pas sympa, si j'ai culpabilisé. Si à ce moment-là j'étais mal quand même, hein, mais j'osais pas lui dire parce que j'avais encore ce blocage. Quand je voyais mon frère, je le renvoyais balader et c'est tout. Donc j'avais du mal à lui dire ça parce que j'avais ce schéma que je répétais sans cesse. Donc si, là j'ai culpabilisé et puis et après je me suis rattrapée quoi. Je galère pas. Et par contre, attendez. Vous faites genre, moi j'ai du mal à couper les trucs, bien j'arrive à couper ma... on va prendre 20 000 ans. Mais n'importe. C'est de la truite, ça se coupe avec une feuille de papier? Non. Vous voulez de la ciboulette aussi? Ouais. La ciboulette. Ça va? Ça se passe bien? Bah, on met de la sauce tomate partout, mais... Oula. Bon appétit. Lubin, tu veux pas enlever tes bouts, mettre la sauce et remettre... Si l'adolescent arrive à prendre en charge le fait qu'il est aidant et à assumer cette tâche, finalement, c'est valorisant, ça le fait grandir, ça le met dans... Ça lui fait accéder au statut d'adulte un peu précocement. Donc les filles, à leur manière, elles ont dû trouver des ressources, hein, j'imagine, pour se construire avec cette histoire-là. C'est avec les populaires, tu sais, c'était tous des Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à bord du TGV Nuit à destination de Le Mans. Le port du masque reste obligatoire jusqu'à votre gare d'arrivée. J'ai déjà imaginé, putain, mais ma vie serait tellement plus facile à vivre si mon père avait été mort le jour de l'accident. Alors que c'est horrible, mais en soi, même si je le pense plus, même si je suis plus d'accord avec ça, ça aurait été vrai. Que sur le court terme, ça aurait été très dur de perdre son père, mais sur le long terme, on n'aurait pas eu à supporter ça.
Je sais pas l'expliquer, j'ai pas vécu, mais le choc, ça doit être de perdre son père, voilà. C'est atroce. Là, du coup, vu que je pense plus ça, j'ai plus trop d'avis, c'est un peu... j'accepte ma vie comme elle est, et on va voir comment ça se passe, quoi. Moi, j'ai senti que Martin, il était en danger aussi. Pour sa santé psychique, de vivre cela au quotidien, de la violence de son père, des coups, des insultes. Donc il a quand même accumulé beaucoup. C'est pour ça aussi qu'on a organisé le fait qu'il puisse faire ses études loin d'ici, et que c'est bien qu'il ait trouvé quelque chose qui lui plaise loin d'ici, pour pouvoir se construire, se reconstruire à distance, avec un peu plus de légèreté, etc. Ma mère va avoir du mal à vivre le départ. Je vais pas l'abandonner quand même, parce qu'elle va vivre une situation difficile. Et j'ai quand même un peu peur qu'elle le supporte plus. Même si, en fait, je suis beaucoup allé en colo. Et ma mère me racontait que quand je suis en colo et que je suis pas là, mon père est un peu plus calme. Donc j'espère que ça va faire comme quand je partais en colo, qu'il va être un peu plus calme et un peu plus facile à vivre. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que c'est un peu plus intense, il est un peu plus dur à vivre. Mais en fait, je viens d'y penser, mais si ça se trouve, c'est juste parce qu'il sait que je vais partir et du coup, il se dit ah merde. Enfin, et au lieu de me dire qu'il m'aime, il m'engueule un peu plus, quoi. Ok. Bah parfait. Les crises peuvent durer pas très longtemps comme là. Ça n'a pas duré très longtemps. Après, elle a dormi et puis le soir, elle s'est réveillée, elle allait mieux. Mais il y a des crises qui sont un peu similaires dans le sens où c'est les mêmes symptômes mais qui vont être beaucoup plus graves. Et du coup, c'est plus difficile de mettre cette barrière d'émotion, si je peux dire ça comme ça, quand elle souffre beaucoup plus ou quand c'est beaucoup plus long, c'est plus compliqué. Elle a déjà été hospitalisée, pas très longtemps, parce qu'au final, les médecins ne savent pas vraiment ce qu'elle a, ils savent pas quoi faire pour la calmer, et surtout, on ne sait pas vraiment comment la guérir. Pendant longtemps, aussi bien pour moi, pour mon frère aussi, parce qu'il est souffrant, que pour ma mère, on nous avait mis un diagnostic. Donc du syndrome Ehlers-Danlos. Et c'est un syndrome assez compliqué parce qu'il y a plein de catégories différentes et c'est compliqué de dire si vraiment une personne est dans cette maladie ou pas. Après, c'est vrai que c'est une maladie héréditaire, mais c'est pas pour autant que moi et mon frère, on aura forcément, on sera forcément en fauteuil ou n'importe quoi, mais c'est pas pour autant qu'on sera comme elle, entre guillemets, aussi souffrante qu'elle. Je pense vraiment qu'on n'a pas du tout la même chose. Puis avec le temps, j'ai appris à gérer ça, alors que ma mère, je pense qu'elle est toujours un peu à un stade où elle sait pas vraiment comment guérir les choses.
Elle nous a transmis des choses, mais pas forcément la maladie. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Je pense qu'elle m'a vraiment transmis beaucoup de courage, parce que quand j'étais petite, c'était vraiment un modèle en fait pour moi. Ma mère, c'était une super héroïne, c'était vraiment la personne la plus courageuse que je puisse connaître, quoi. Du coup, ouais, elle m'a transmis beaucoup de force. Bonjour, vous êtes bien sur le mobile d'Ivesage. Merci de laisser un message après le bip. Bye bye. Ouais, peut-être. Ouais, ça fait enregistrer, quoi. Mon père n'a pas changé sa messagerie. Et au début, quand je l'appelais et qu'il répondait pas sur son téléphone, qu'il avait sa messagerie, je raccrochais direct. Je voulais pas entendre sa voix parce que j'ai l'impression que c'est pas la même personne en fait. Il n'y a plus la même voix, il n'y a plus le même physique. Même ça en fait, ça a changé. Et au final, même maintenant je peux, parce qu'avant je pouvais pas écouter sa messagerie et son ancienne voix, mais ça me rappelle rien. Je me rappelle pas. Je pense qu'il n'a pas perdu la mémoire, il a perdu la personne, une des personnes qui était présente dans sa vie, qui était son père, et une autre personne est revenue à la maison, mais qui est aussi son père, mais qui est une personne différente et qui lui-même a perdu la mémoire. Pour son anniversaire qu'il a à la fin du mois, il y a un truc qui est un reportage photo depuis sa naissance jusqu'à là. Donc ça va lui être pas mal utile, ouais. En regardant les photos d'avant l'accident, je trouve intéressant de voir qu'on était quand même assez proches, même beaucoup, très proches, et que je n'en ai pas plus le souvenir que ça, quoi. Le fauteuil roulant, je l'aimais bien en tant qu'objet, mais pas en tant que symbole. En tant qu'objet, genre je me mets dedans, je pédale, pédale. On va dire pédaler pour un fauteuil roulant, mais et du coup moi ça m'amuse parce que je fais la course. Il y a même un moment où quand on faisait des sorties, quand il a commencé à reprendre à marcher mais qu'il avait toujours besoin d'aide, je me mettais dans son fauteuil à sa place et il me poussait et je faisais allez hop hop hop. C'est vrai que c'est satisfaisant hein, de se faire pousser, mais voilà quoi. Des fois, j'ai l'impression de ne pas avoir 16 ans, enfin, de faire plein de choses. Au collège, je ressentais un fort décalage avec les autres personnes de mon âge. Surtout que je voyais chez mes amis et tout, c'était pas pareil, enfin, j'en faisais beaucoup comparé aux autres de mon âge. J'avais l'impression d'être plus mature qu'eux et de comprendre plus de choses, enfin, j'avais pas vraiment d'amis, enfin, j'ai eu du mal à trouver des amis. J'étais un peu moins bébé que les gens du collège. Donc bon, j'étais un peu à l'écart, quoi, mais voilà.
Martin, il a été impacté dans sa scolarité, il a été impacté dans ses relations amicales, il a été impacté dans ses sorties, il a été impacté, ouais. En première, sur toute l'année, j'ai dû aller à 60% des cours. Et encore, pas sûr. Je dis 60% parce que j'ai pas commencé directement l'emploi du temps aménagé où j'y allais que à la moitié. Au début, c'est juste qu'il y avait des jours, c'est un peu comme dans mon clip, il y a plein de valises sur moi. Bah, c'est la même chose, il y a plein de poids sur moi et je peux juste pas me lever, je suis juste seulement détruit. C'est un peu le alerte. Il y a toujours eu le moment de doute, notamment, il y a des moments où j'étais en mode mais c'est sûr c'est pas l'âge en fait, c'est sûr j'ai pas la flemme, alors que non. C'est justement grâce à ma TPE qui était en mode bah non, t'en abuses pas, et même si t'en abusais, ce serait pas grave. On estime qu'en France, 4 lycéens par classe sont des jeunes aidants. Cela fait beaucoup, bien qu'on en parle si peu. Comme si c'était anodin et normal. Ça, c'est typiquement un truc d'aidant, de gérer sa peine, s'endurcir, rien montrer, que ça soit parce que la situation est dure et du coup on veut pas forcément embêter les autres, voilà, ou même que ça soit pour l'aider, pas lui montrer que c'est un peu dur pour qu'il continue à vivre sa meilleure vie possible, quoi. Ce que je ressens vraiment, mettre des mots dessus, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression que j'entasse toutes les émotions au fur et à mesure. Les émotions de ma mère, je les ressens aussi très fort, différemment de celles de mon frère. Parce qu'elle me le dit souvent quand elle va pas bien, ou quand elle est fatiguée de quelque chose, ou quand elle s'inquiète, ou quand elle est fatiguée de la maladie de Lubin ou quoi. Du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup intégré ça aussi. En plus, il y a pas longtemps, je cherchais encore peut-être une issue, un appartement, voilà, pour partir. Et elle m'a dit « Alors c'est vrai, tu vas vraiment nous quitter et tout ?» Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit oh, c'est vrai que ça va peut-être lui faire bizarre si je pars. C'est un peu comme une trahison, quoi. Et plus tard, que va-t-il lui arriver ? Et le jour où il tombera amoureux, comment ça se passera? Est-ce que j'habiterai près de lui? Est-ce que j'irai vivre ailleurs? Parfois, j'ai envie d'arrêter le temps pour profiter. C'est en visionnant leur court-métrage que ça m'a permis de comprendre à quel point être aidant, ça prend toute la vie d'un jeune, quoi. Ça occupe leurs pensées, ça définit leur façon d'agir, d'interagir avec les autres, de se positionner aussi dans la famille, voilà. Merci. Super, je vais manger au restaurant. Oh non. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Ouais, merci. À votre avis, comment serait le monde si tous les gens s'aidaient? Quand les filles vont partir, ça va être plus difficile, je pense, pour mes parents. Je vais devoir faire plus attention à mes parents aussi, parce qu'en plus, ils vont vieillir. Et puis... ouais, voilà. Et puis, je pense que, de toute façon, on restera très soudés, en fait, comme famille.
à cause de l'aidance et tout, et de ce qu'on a créé. Ouais, en fait, je peux comprendre totalement en fait, que Eva ait un peu peur de partir de la maison, par peur de nous trahir un peu. Parce que Eva, elle est vraiment très compatissante, je sais pas si on peut se dire. Je pense qu'elle fait beaucoup attention aux parents et qu'elle se pose vraiment la question de quel impact ça va vraiment avoir le fait qu'elle parte. On veut son bonheur aussi et ouais, je pense qu'on va devoir aussi l'accompagner un peu et lui faire comprendre que ça va aller aussi sans elle. En fait, parce que je suis handicapé aussi et que j'ai plein de personnes qui m'aident tous les jours, et j'ai vraiment une définition de la loyauté qui est relative. Parce que je sais qu'en fait, on ne peut pas tout faire de bon cœur, tout aimer faire, etc. On ne peut pas forcément tout le temps avoir un masque qui est fort et montrer aux gens qu'on les aime et qu'on peut tout faire pour eux, etc. Et du coup, je suis assez en fait, tolérant sur ça. Les conflits de loyauté sont le lot quotidien des jeunes aidants. À l'adolescence, cela devient explosif. À trop vouloir aider, on finit par s'écrouler. Mais les jeunes aidants ont construit une carapace si solide que bien souvent, leur détresse demeure silencieuse. Je suis chez ma mère. Je reprends un peu les cours certains jours de temps en temps. Et en général, tous les week-ends, voire un peu plus, je vais chez mon père. C'est un peu compliqué parce que j'ai arrêté les cours pendant 1 an, mais ça fait énormément de bien d'avoir une vie sociale parce que je suis quelqu'un de très social. J'aime rencontrer les gens, j'aime voir les gens, échanger avec eux. Et du coup, le fait de renouer ça m'aide énormément. J'ai réussi à prendre cette distance quand je suis avec ma mère. C'est pas pour autant que je vais pas du tout l'aider quand elle a besoin d'aide, mais je vais moins être à son chevet, quoi, si je peux dire ça comme ça. Si elle a besoin, si elle me demande, je vais être là. Mais je vais moins être constamment là pour elle. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas d'amis, j'étais assez solitaire, un peu dans mon coin. Et avec mes problèmes de santé et les danses, je me disais que j'avais raté en fait une partie de mon enfance. Et des fois, c'est vrai que j'ai un peu envie de la rattraper en sortant, en voyant mes potes, tout ça. Mais je veux vivre dans mon temps, quoi. Je veux pas que dans quelques années, je me retrouve à me dire en fait, j'ai pas vécu ma vie comme j'aurais dû le vivre, quoi. J'ai envie de profiter de mon âge, faire des conneries quand je veux. Je pense que justement, il y a trop cette normalité chez les aidants, de se dire que c'est tellement normal qu'il n'y a pas besoin d'en parler. Faut pas hésiter à demander de l'aide autour, en fait. Faut pas se dire qu'on est seul à traverser tout ça. Faut pas. Je sais pas comment l'expliquer. Il peut y avoir différents moyens pour apaiser notre peine, en fait, et qu'on n'est pas obligé de porter le poids de tout ça tout seul, quoi.